Madame, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour notre rendez-vous de la semaine. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce dimanche au cadre du parti présidentiel que vous connaissez certainement, hein, Marcellin Bilomba, qui passe pour la première fois sur notre plateau à Info 7. Il est secrétaire national adjoint de l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Tshisekedi, c'est ça? Exactement. Alors, bonsoir. Bonsoir, Madame Noëlla. Vous allez bien? Très bien, merci. Un plaisir de vous revoir après quand même plusieurs mois passés. Marcellin Bilomba, certaines personnes pensaient peut-être que vous avez quitté Kinshasa, vous avez quitté la RDC, vous êtes parti à l'étranger. Non, pas du tout. On vous revoit aujourd'hui. Non, pas du tout. Un long moment de silence, qu'est-ce qui se passe? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la beaucoup. première fois que je viens chez vous. Et c'est avec plaisir que j'aimerais échanger avec vous, échanger avec les téléspectateurs sur des questions d'actualité. Sur des questions d'actualité. Alors, le silence, à un moment, on n'entend plus parler de vous. Parfois, c'est bien d'être en hibernation. Ce n'est pas mauvais. Et pourquoi cette décision? Je viens de me réveiller. En politique, on meurt et puis on se réveille. Ah, ok. Donc, considérer que j'étais mort, mais comme on est en politique, j'ai choisi de me réveiller. C'est ce qui est bien en politique. Alors, Marcellin Bilomba se réveille au moment où il y a une crise au sein du parti présidentiel. Et c'est là qu'on vous a quand même vu apparaître en public 2 ou 3 fois. Oui, c'était fait exprès. Exprès? Oui. Et pourquoi cela? Choisir les bons moments pour se réveiller. Effectivement, c'était le bon moment de pouvoir changer les choses au sein du parti. Et ce n'est pas une crise. C'est tout simplement. Non, c'est notre façon de fonctionner. Votre façon de fonctionner. Oui, exactement. Et quelle est l'image que vous donnez à la population congolaise en ce moment où les Congolais attendent quand même des signaux forts du régime Tshisekedi? Non, je compare plutôt pour vous dire qu'il n'y a pas de crise. Ailleurs, on ne touche pas aux intouchables. On ne touche pas aux maîtres à penser. Mais dans l'UDPS, il n'y a pas d'intouchable. Il n'y a pas de maître à penser. C'est un parti politique de masse. Et quand ça ne va pas, on dénonce. Quand ça ne va pas, on met le point sur les i. Et donc, ce n'est pas une crise. Simplement, nous battons entre nous pour, je dirais, remettre les choses sur les rails. Est-ce que le moment est bien choisi de vous battre? C'était très bien choisi parce que c'était le début du deuxième quinquennat. Il ne fallait pas le faire en plein milieu. Il ne fallait pas le faire avant la mise en place des institutions. Le moment était bien choisi quand les institutions étaient mises en place pour effectivement qu'on redonne une autre image de l'UDPS, requinquer l'UDPS afin qu'on puisse travailler dans l'accompagnement du chef de l'État. Au premier quinquennat, l'UDPS n'a pas accompagné le chef de l'État. Et comment ça, l'UDPS n'a pas accompagné le chef de l'État, mais l'UDPS s'est tapé quand même la grande partie? Pas du tout. Alors? Pas du tout. Vous connaissez, je ne vais pas revenir sur le passé. 2019, nous sommes au mois de janvier. Nous étions dans un mariage, en fait, un mariage difficile. Vous voulez parler de FCC Cash? FCC Cash. Je ne traîne pas là-dessus. C'était déjà du passé. C'était une cohabitation. Pas une coalition. Et non une coalition? Non, c'était alors que vous avez annoncé une coalition? C'était une cohabitation et ça n'a pas duré. Vous voyez? Alors et donc, après, c'est une page déjà tournée. Hein. Tournée. Après, on a fait l'union sacrée. Évidemment, dans l'union sacrée, on a embrassé tout le monde. On a fait ce qu'on a pu. Au moins, je peux retenir une chose de bien et de positif. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous retenez? On a eu une transition pacifique. Une transition, je dirais, démocratique. Une transition pour la première fois depuis 1960 qu'il y a eu de passation pacifique. Un président sortant qui passe le flambeau. Et là, il faut quand même dire merci à Joseph Kabila. Non, merci plutôt à la démocratie qui s'installe dans le pays. Merci au peuple congolais qui a fait confiance. Mais Kabila aussi, qui a accepté de venir ce jour-là. Non, ce n'est pas question d'accepter. C'est ça, le respect. Cette remise reprise. Non, c'est normal justement. C'est pourquoi, bon, il était partie prenante, effectivement. Partie prenante
dans cette passation pacifique. Et donc, je peux dire bravo à la RD Congo, et c'est ce que nous voulons, pour que nous ne puissions plus revenir dans la situation d'antan. C'est dans ce sens-là que je peux dire, au premier quinquennat, ce qu'on peut retenir de bien, c'est le fait que le Congo a gagné. Et pour le Congolais, le peuple congolais qui a eu autant de promesses de la part de Félix Antoine Tshisekedi pour son premier quinquennat. Mais il y a eu beaucoup qu'on a fait au premier quinquennat. Vous avez fait beaucoup. Quand on est à 20 niveaux en dessous de zéro et qu'on est à un niveau au-dessus de zéro, c'est qu'on a réalisé beaucoup. Peut-être ce n'est pas visible parce que les fossés étaient très profonds. On estime que la situation persiste. Les Congolais, les observateurs. On peut faire mieux. On peut faire mieux, mais passer de moins 20 à 1 ou à 2, c'est un exploit. 2 ou 3, au-dessus de 0. Mais on était à moins 20. Mais certains estiment que la situation s'est quand même dégradée davantage. Non, écoutez, si on veut comparer la situation qui prévalait il y a 15 ans en arrière et la situation d'aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. Quelle amélioration dès lors que le Congolais, le ventre affamé, continue d'être affamé, il n'y a pas de route dans la capitale par exemple, dans certaines provinces, il y a toujours de routes inachevées, pas d'eau, pas de courant. Ben, disons que là vous embrassez beaucoup de choses, mais je vais épingler deux, trois choses. Le chef de l'État nous a amené, je dirais, la pratique des dispositions constitutionnelles concernant la gratuité de l'enseignement. C'était inscrit dans la Constitution, mais ça n'a jamais été pratiqué. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants ont repris l'école depuis qu'on a commencé la gratuité de l'enseignement. C'est un point positif. Oui, vous parlez bien de la gratuité, mais la qualité aussi. Hein. Il faut toujours faire quand même allusion à la qualité. Ça accompagne. Quand on dit gratuité de l'enseignement, effectivement, ça comprend beaucoup de choses, y compris les infrastructures scolaires, le salaire des enseignants qu'il faut recruter de part et d'autre. Évidemment, c'est un projet assez important, colossal sur le plan financier. Ça représente, je dirais, des engagements assez importants et ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais d'une manière graduelle. Mais au moins, on sait que la gratuité va demeurer et dans les années futures, nous allons étendre cette gratuité au-delà de l'enseignement primaire, aller dans l'enseignement secondaire, pourquoi pas dans les enseignements techniques et supérieurs. C'est un acquis, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. 2, un autre chantier qui a été lancé, c'est la prise en charge, pour ne pas dire la couverture maladie universelle, mais la prise en charge pour la gratuité à la maternité. Mais l'idée est que, à terme, parce que ça coûte encore beaucoup plus cher que la gratuité de l'enseignement, mais on a amorcé déjà un début. Vous allez dire que c'est rien, mais ça représente beaucoup. Regardez les niveaux des revenus, en tout cas des ménages en arrière-pays. Si on vous enlève déjà, je dirais, le poids de ce que ça représente, le coût à la maternité, ça représente beaucoup. Et quand on arrivera à terme à assurer une couverture maladie santé donc universelle pour les Congolais, ce serait également une façon de distribuer les revenus. Infrastructure. Le programme PDL 145 territoires, un programme chiffré à peu près 1,6 milliard. C'est vrai, ce n'est pas du jour au lendemain, mais graduellement, nous constatons que dans certains territoires, parce qu'on en a 145 à travers le pays, il y a déjà des livrables par rapport aux infrastructures. Dans votre territoire, quels sont les livrables? Bon, je ne suis pas forcément au courant de ce qui se passe dans mon territoire. Parce que certains parlent d'un échec. Non, pas du tout. Ce projet est un échec, comme le projet 100 jours. On ne voit pas clair. Non, des observateurs qui sont montés au créneau pour dire qu'on ne voit pas clair. C'est comme le projet Tchilé-Gelou. Ça, c'est l'amalgame. Comment ça? Ça, c'est l'amalgame.
J'en sais quelque chose. Okay, des fois, on m'attribuait des fois le projet Tilé-Gelou. Ouais, alors que je ne suis ni de loin, ni de près, je n'étais impliqué dans le projet. Alors, mais comment votre nom a été cité dans ce projet? Parce qu'on voulait simplement nuire. Et pourquoi nuire à Marcelin Bilomba? C'est ça la politique. Un élément gênant? C'est ça la politique au Congo. Comment ça? Mais ce que je sais, j'ai eu à piloter avec un collègue, à l'époque que j'étais au cabinet du chef de l'État, sous la présidence d'un comité présidé par le directeur des cabinets du chef de l'État de l'époque, n'est-ce pas? Nous n'étions que les membres de ces comités. On pilotait des projets d'infrastructures légères dans les Kasaï orientales. J'ai fait l'objet des insultes de tous bords, comme quoi j'aurais eu les 14 millions du projet. Et que vous n'avez pas aidé le président de la République. Alors que les projets étaient financés par les FPI. Par quelle magie un conseiller peut aller faire main basse sur 14 millions gérés par le FPI? C'est tout simplement l'ignorance. Comment ça, l'ignorance? Mais quand on ignore, on dit n'importe quoi. La preuve en est que, aujourd'hui, je peux vous dire, sur ces projets que j'appelle infrastructures légères, au moins 90% des projets sont réalisés. Ah, 90%? 90%. Réalisés? Les écoles à Mbujimayi, école EP 4 janvier, aujourd'hui, cette école fonctionne. Tous les habitants de Mbujimayi se font plaisir d'aller faire des photos de selfies à cet endroit. L'école Kalenda Modishi, je dirais à 80%, les infrastructures sont presque finies. Il y a des hôpitaux, 2 complexes, Mouya et l'hôpital de Kansele, et 2 écoles dans les territoires du chef de l'État, sous la bénédiction évidemment du chef de l'État et l'accompagnement des FPI. Donc, il n'était pas possible de voler $1. Et surtout que les programmes tels qu'ils étaient ficelés ont demandé à chaque opérateur qui gagnait les marchés de performer dans les travaux, donc c'est-à-dire avancer ses fonds pour travailler, et il se faisait payer sur les travaux exécutés. Voilà. Donc vous étiez juste victime? Bon, je rigolais. Les ennemis de la RDC. Je rigolais, les ennemis de la RDC. Madame, Messieurs, nous allons prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une joint venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne des Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet.
Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la réponse de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabaïbaka, 7 millions. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les grands responsabilités. Il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, les vrais prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où 25 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Alors Marcelin Bilomba, dans cette bataille dont vous ne voulez pas qu'on parle d'une crise au sein du parti au pouvoir, mais aujourd'hui l'opinion congolaise constate que Kabouya reste le plus gagnant. S'il est gagnant, ce n'est pas mauvais, c'est l'UDPS qui gagne, n'est-ce pas? Mais moi je sais que nous sommes dans une situation, dans un tournant, et l'UDPS a besoin d'un changement pour que nous puissions, au deuxième mandat, on vient déjà de consommer une année du deuxième quinquennat, nous voulons réellement accompagner le chef de l'État. Mais comment vous allez l'accompagner dès lors qu'aujourd'hui, l'opinion parle même d'une Union pour la démocratie et les progrès sociaux Kabouya, Union pour la démocratie et les progrès sociaux de Obizibou? Non. Comment est-ce que vous allez accompagner? Nous allons accompagner. Le calme va revenir. Rassurez-vous. Je n'ai pas besoin de mettre encore l'huile dans le feu. La base a fait son travail. Et je peux vous 2 dire... mois passés, là, nous voyons certains militants qui rentrent à la maison, comme l'enfant prodigue qui rentre chez Kabouya. Je n'aimerais pas trop commenter sur des faits posés par des gens. Ce n'est pas intéressant. J'aimerais plutôt, dans la discussion avec vous,
vous éclairer sur des thématiques, de quelle manière nous allons redynamiser le parti pour accompagner réellement le chef de l'État. Sinon, on restera dans la distraction. Quand est-ce que vous allez commencer cette redynamisation? Ça va bientôt venir. L'opinion constate seulement qu'il y a déjà 2-3 mois passés où rien ne change. Kabouya évolue. Si vous voulez que je dise un mot là-dessus, allez-y, dites je ne suis pas avec le secrétaire général honoraire Augustin Kabouya. Pas honoraire, il continue à occuper le siège. Il est secrétaire général honoraire, je ne suis pas avec lui, mais c'est mon frère. Mais là, on est en politique. En politique, quand on constate que ça ne va pas, il faut être speed, il faut être rapide pour changer. Le changement va venir. Il y a une organisation à l'interne, on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Les choses se font dans les arrangements particuliers. Vous verrez simplement que le calme reviendra. Dans l'UDPS, nous sommes habitués, quand ça ne va pas, on s'exprime clairement. On s'exprime clairement parce qu'on n'a pas peur des intouchables. Les intouchables, il n'y en a pas. Vous voyez, les intouchables, il n'y en a pas. Donc, considérez que c'est un problème qui sera résolu dans un tantinet de temps. Alors, en un mot, vous ne voulez pas en parler, mais la population qui est en train de nous suivre maintenant a besoin d'être éclairée. En un mot, cette photo qui a circulé, on avait Marcelin Bilomba, certains secrétaires nationaux du parti, Déobi Zibou qui était là, reçu par Peter Kazadi. Et à travers les réseaux sociaux, on a lu que c'était le dimanche passé, dans la soirée. Est-ce que vous confirmez cela? Non, ce n'était pas dimanche passé. Justement, c'est ce qui n'est pas bien. Alors, ça s'est passé il y a 2 mois. 2 mois? 2 mois. Et pourquoi la photo circule 2 mois après? Utiliser une photo qui date d'il y a 2 mois parce que tu as voulu nous recevoir et prétester que ça s'est passé il y a 2 jours, c'est un raccourci. Et je n'aimerais pas étaler le tout sur la place publique, mais je vous dis que ce n'était pas une photo récente. C'est une photo prise dans la résidence de Peter Kazadi, le VPM honoraire à l'intérieur, au sortir d'un point de presse tenu par le secrétaire général Déobi Zibou à l'hôtel Hilton, il y a de cela 2 mois. Il a appelé le secrétaire général qu'il aimerait lui parler, échanger avec lui. Et ce dernier lui a dit, je ne viens pas seul, j'aimerais me faire accompagner. C'est comme ça, vous m'avez vu sur cette photo. Et je peux vous dire que de tout ce qu'on a entendu de monsieur l'honorable Peter Kazadi, le secrétaire général voulait répondre. Je lui ai dit, ne répondez pas. C'est moi qui ai répondu. Okay. Je lui ai dit, ce que vous nous demandez, c'est ce que nous avons déjà fait. Ou bien vous montez dans le train, ou bien restez à la gare et regardez si le train continuera jusqu'à sa destination. À ce moment-là, nous allons vous repêcher par la suite. Donc ceci pour dire que c'était mais Peter Kazadi continue à affirmer qu'il est envoyé du président de la République pour une mission, faire la médiation entre les 2 partis. Bon, je vous réponds qu'on lui a dit sur place, en toute fraternité. Et donc aujourd'hui, utiliser cette photo pour dire qu'on venait de chez lui, je trouve que c'est un raccourci. Vous ne voulez pas cette mission, cette médiation? Mais la médiation, elle est déjà établie. Nous savons qui fait la médiation. Les choses ont beaucoup évolué. Qui fait la médiation? Les choses ont beaucoup évolué. C'est les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ah, Chilumbaï? Chilumbaï. Avec, dont la tête est recherchée aujourd'hui? Avec une cohorte de députés, 3-4, les choses ont suffisamment évolué. Je dis bien suffisamment évolué. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas une crise. Nous sommes simplement en train d'organiser certains détails pour chuter à la mise en place d'une commission préparatoire du congrès qui aura lieu l'année prochaine. Donc là, vous voulez vraiment, vous êtes décidé à faire partir Kabouya. Vous ne voulez plus de Kabouya à la tête de l'UDPS. Mon frère Kabouya, l'honorable député, a fait son temps. Et nous voulons tout simplement
redynamiser les partis autrement parce que nous voulons accompagner les chefs de l'État d'une manière tout à fait efficace par rapport à ce qui s'est passé au premier quinquennat. Alors, quelle est la dernière fois que vous avez parlé avec Abouya? Au téléphone, un bonjour, échangé? Le 2 juillet. Ah, c'est depuis le 2 juillet. On s'est parlé en live. Ce n'est pas qu'au téléphone. En live? Oui, en live. Pour lui dire qu'il faut céder. Et c'était la dernière fois? Oui, la dernière fois. Alors, Marcelin Bilomba, vous avez suivi le pasteur Roland Dalo. Oui. Il a parlé avec sa dernière énergie pour dénoncer les détournements, pardon, j'allais dire. Il en a marre. Et on a même suivi une vidéo où il a dit que j'ai honte d'être congolais. Comment réagissez-vous à ces affirmations? C'est son point de vue. C'est son point de vue. Évidemment, la corruption, les antivaleurs, ça grippe le fonctionnement de l'État. Alors que c'était le cheval de bataille de Félix Tshisekedi lors de son premier quinquennat. Mais on n'en parlait pas avant le président Tshisekedi. Est-ce qu'on parlait de tout ce qui s'est passé des mains basses? On n'en parlait pas. Donc, c'est déjà un effort qu'on en parle. Le fait d'en parler, ça veut dire... Il faut arrêter l'hémorragie. Oui, ça prend du temps. Ça prend énormément du temps. Et les efforts sont faits dans ce sens-là. Je vous dis, ça ne me gêne pas, ce que dit le pasteur Dalo, de dénoncer le mal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les mots qui gangrènent la société congolaise ont commencé bien avant même l'indépendance, avec les colons belges. Et donc, mais les Congolais pensaient qu'avec l'avènement de Tshisekedi, on devrait arrêter l'hémorragie. Et surtout que c'était quand même le cheval de bataille de Félix Tshisekedi lors de son premier quinquennat. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Je pense qu'il va falloir corser. On a eu on ne voit pas des signaux forts. C'est un début. On a eu les états généraux de la justice, avec 300, assortis avec 350 ou 54, je dirais, résolutions, pour essayer de redynamiser la justice. Sans une bonne justice, sans un parquet financier pour traquer les malfrats, les koulouna en cravate que les organes de contrôle attrapent, l'IGF, la Cour des comptes et tout ça, bien évidemment, c'est difficile. Ils viennent, ils se font juger par des magistrats qui n'ont pas l'expertise justement de pouvoir mener à bien, je peux dire, les dossiers pour pouvoir condamner. Et ces gens-là, ils sortent. Donc il y a tout un dispositif qu'il va falloir mettre en place pour accompagner la lutte contre la corruption. Alors le pasteur Roland Dalo a dit, même des chrétiens aujourd'hui qui sont des voleurs en cravate. Alors la question est de savoir, est-ce que vous pensez, chaque dimanche, ces voleurs en cravate partent à l'église? Ils vont prier, ils écoutent les enseignements, mais en sortant de l'église, aucun changement. Quelle peut être la responsabilité des hommes de Dieu? Ben, les hommes de Dieu peuvent peut-être commencer par privilégier une approche de proximité, au lieu peut-être de faire du show, mais aller vers ces gens, leur parler, les conscientiser que vous êtes responsable, vous ne pouvez pas poser un tel acte. Qu'il y ait de repentance, qu'ils reconnaissent, et au moins quand on reconnaît, une faute avouée est à moitié pardonnée. Alors, au lieu d'aller simplement crier pour sensibiliser les opinions sensibles, je pense que le travail en catimini peut aussi donner des résultats. Allez les conseiller parce qu'ils sont des conseillers. Est-ce que vous pensez comme certains que l'Église aujourd'hui en RDC ne joue pas correctement son rôle? Je n'aimerais pas affirmer cela, mais l'Église fait partie de la société congolaise. Donc l'Église peut aussi apporter sa contribution. Plutôt que de matraquer, de ne pas proposer de solutions qui peuvent nous faire avancer, ce ne serait pas en tout cas l'idéal. Autant qu'il y ait une symbiose, une bonne relation, la société civile, l'Église et évidemment
la politique pour qu'il y ait entente quand il y a des problèmes, des faits de société, plutôt que de dire « moi je suis saint et je vous condamne, vous, les politiciens, des koulouna en cravate, c'est vous qui volez ». Je pense qu'il faut qu'il y ait de la communication, échange entre Église et l'État. Alors avant de prendre ce deuxième dossier, vous avez suivi la semaine le mausolée de l'ancien Premier ministre Lumumba, Patrice Emery Lumumba, a été vandalisé. Alors l'inquiétude aujourd'hui des Congolais, cet endroit est toujours sécurisé. Comment peut-on expliquer cela? Bon, les enquêtes sont certainement en cours. Attendons voir qu'est-ce qu'il en sortirait de ces enquêtes. Mais c'est triste. C'est clair que on a connu quand même beaucoup de patience pour le rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba. Alors c'est désolant de constater ce genre de profanation, de dégradation, de vandalisme. Ce ne serait pas une bonne chose. Il faut vraiment chercher les criminels et les traduire en justice. Mais au cours de ces reportages, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le secteur minier. Allez-y. Je vous étonnerai peut-être. La relance, c'est une très bonne chose de Kiko. Mais je dirais que notre pays, avec des richesses naturelles diverses, le secteur minier, les hydrocarbures, il va falloir mettre en place un autre modèle économique. On ne devrait pas exposer nos valeurs minières entre les mains des investisseurs qui viendront. Ce n'est pas des enfants de cœur. Quand ils viennent, c'est pour leur propre pays, leurs intérêts. Ils viennent, c'est pour leurs intérêts. Souvenez-vous, Raymond Barre, en France, disait « Nous n'avons pas le pétrole, mais nous avons les idées. » Et la plus grande société multinationale dans le trading du pétrole de l'époque, c'était la société française. Mais il n'y a pas une seule goutte de pétrole en France. Et donc, autant pour le secteur minier que des hydrocarbures, nous devrions, et j'en parlerai quand on parlera aussi de la Constitution, sanctuariser le secteur, les richesses naturelles du pays. C'est-à-dire quoi? Donner un caractère sacré à des richesses naturelles pour que l'État congolais puisse être à même de lever des fonds pour valoriser ce secteur et créer de la valeur ajoutée. Et c'est ça la richesse pour développer le pays. Mais quand vous le donnez aux investisseurs étrangers, nous gagnons quoi? Rien fait. Non, on gagne simplement dans la fiscalité et pas grand-chose. La grosse part, ce sont ceux-là qui amènent les capitaux. Les capitaux, nous pouvons les lever parce que nous avons les richesses. Hein? Comme je disais, Raymond Barre, on n'a pas le pétrole, mais on a les idées. Mais nous avons les richesses naturelles. Les idées, nous les avons. Il faut simplement les marier pour que le pays se développe. Et là-dedans, c'est la Constitution qui vous empêche? Il y a des choses dedans qu'il faut changer pour que le président ait la plénitude du pouvoir, de pouvoir agir et poser des actes. Mesdames, Messieurs, place à ce dossier. Le procès de l'opposant Seth Kouni prend une autre ampleur. Au terme de l'audience de ce mercredi 20 novembre 2024 à la prison centrale de Makala, le ministère public a requis contre l'opposant la peine de 3 ans pour chacune d'infractions mises à sa charge, à savoir l'incitation à la désobéissance civile et la propagation de faux bruits. À son tour, la défense a démontré noir sur blanc l'absence de preuves attestant l'énervement de la loi par les propos de Seth Kouni tenus autrefois à Lubumbashi.
Dans son dernier mot, le président du parti politique Piste pour l'émergence et 2 fois candidat président de la République, Seth Kikouni a plaidé pour son acquittement. C'est le bandeau qu'elle porte sur ses yeux. La justice ne doit pas voir. La justice ne peut pas voir. C'est ce qui représente aussi son impartialité. Les conseils ont dit tantôt que ce procès était politique. Je le pense aussi. Je pense même que le ministère public a très mal préparé son dossier, malheureusement. Les propos du ministère public, parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour me limiter à mon champ d'expertise des sciences politiques et relations internationales. Mais il a évoqué des concepts comme tribalisme, régionalisme, qu'il a tenté de définir de façon à me choquer moi personnellement et à choquer la science. Le danger, c'est celui de l'essentialisation. Parce que lorsqu'on parle des identités, il faut éviter de tomber dans les pièges de l'essentialisation, c'est-à-dire réduire un individu ou une entité à une seule dimension de son identité. Les grands Katanga, ce n'est pas seulement ce que le ministère public pense, non. Parce que lorsqu'on parle des identités, il se peut que je sois de l'opposition, il se peut que l'autre soit de l'union sacrée. Si sur ce terrain-là nous nous opposons, il se peut que nous deux, nous soyons fanatiques de Fali Ipupa. On va se rencontrer sur ce point. Lorsque vous essentialisez, c'est en ce moment-là que vous devenez tribaliste, régionaliste et vous créez des problèmes dans la société. Vous allez décourager, vous allez désespérer. Il y a biso mkonzi, il y a biso autorité morale. À mon avis que le cola n'a sali passation pacifique, alternance. Et ça l'est mis bien. Mais parfois, on a mis dans la raison pour le non, Joseph Kabila Kimi Mboka. Té, à Kimi Mboka té. Azabe na exil té. Oh, il y a des autorités morales à profiter et Kotanga à enrichir les sous cerveau pour que Tango a possible ça bien azonge la biso encore mieux aguerri. Alors Marcela Bilomba, les Congolais vont quand même se rappeler de votre passage à Sonaïdroc et nous apprenons quand même de certaines sources que vous êtes aujourd'hui réclamé là-bas en cette période où avoir le carburant dans la capitale congolaise devient un casse-tête. Oui, le secteur pétrolier, donc dans les hydrocarbures, c'est une mine, n'est-ce pas, fluide et liquide par rapport au secteur minier habituel que nous connaissons, produit le zinc, cobalt et autres. J'ai eu à travailler dans le pétrole. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai géré un portefeuille assez important pour la grande firme russe Yukos. Et donc, je connais le monde du pétrole. Ok, dites-nous. Mon passage à Sonaïdroc a fait beaucoup, je dirais, a perturbé les secteurs. A fait bouger des lignes, là. A fait bouger les lignes. A mis des personnes mal à l'aise. Je pourrais dire oui, parce que c'est un secteur où les Congolais ne comprennent pas beaucoup. Aujourd'hui, le carburant qui est vendu ici chez nous, c'est des prix subventionnés. C'est l'État, en fait, qui paye le différentiel entre le prix affiché à la pompe et le prix réel qui devait être, je dirais, facturé aux clients qui viennent acheter. Et donc, ça représente pour l'État congolais 500 millions de dollars américains de pertes et manques à gagner qu'il faut payer aux pétroliers. Chaque mois. Chaque année. Chaque année. 500 millions. 500 millions voilà. Chaque année. Avec la baisse qu'on vient de constater il y a à peu près un mois ou un mois et demi, je crains même qu'on puisse dépasser les 500 millions. On pourrait avoisiner les 600 millions de dollars américains des pertes et manques à gagner que l'État doit pouvoir supporter et doit budgétiser pour payer les pétroliers à refaire leur stock. Alors, et donc, c'est un monde nébuleux.
Et quand on ne comprend pas comment ça passe, évidemment, l'État sera toujours le perdant. Je suis contre ces modèles. Alors, vous êtes contre le modèle et pourquoi? Je suis contre ce modèle parce que ça coûte à l'État. Et ceux-là qui viennent vendre les produits pétroliers, ce n'est pas des enfants du cœur. Au prix d'acquisition de tonnes métriques qu'ils amènent ici, ils ne disent pas la vérité. Ah bon? Ils déclarent des prix au-delà, alors qu'en réalité, ils ont acheté au prix qui est en deçà. Il n'y a pas moyen de vérifier cela? C'est à l'international. Okay. Et chacun vient avec son prix. C'est un système qui est rodé. Évidemment, on leur laisse la grande frontière. Saucire, c'est la frontière. Là où passent des produits pétroliers. Alors, vous laisserez la frontière être gérée par des privés? C'est géré par des privés. Alors que c'est l'État qui devrait gérer. L'État est actionnaire à 50% dans Saucire, l'État congolais. Mais pourquoi l'État ne peut pas être responsable? Et les 50 autres %, c'est une société suisse, Glencore, qui a les parts. Et c'est Glencore qui est cité dans les détournements, corruption et dont le propriétaire a été même Je vous peins les décors. Et ça transite par là. Et c'est eux qui maîtrisent le tout. Et là-dedans, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. C'est-à-dire quoi? Il faudrait faire le tout. D'abord, on ne peut pas laisser une frontière poreuse. Il va falloir investir correctement pour que les navires qui viennent, nous n'avons pas de raffinerie. Glencore était venu à l'époque, c'était pour faire de la raffinerie. Ils n'ont pas fait de la raffinerie, ils se sont transformés en opérateurs d'achat produits ils n'ont pas atteint l'objectif, pas du tout. Mais ils se sont transformés sous un regard silencieux de l'État congolais. Sous les regards. Est-ce que l'État est complice? Et dire que l'État est complice. Pouvons-nous dire que l'État est complice? Bon, l'État représenté par ceux qui contrôlent le secteur. Oui, ils sont complices. Ils sont complices. Et ils ne sont pas inquiétés. Ils trouvent leur compte dedans. Ils ne sont pas inquiétés. Ils trouvent leur compte dedans. Et c'est des choses que j'ai dénoncées dès ma prise de fonction à l'arrivée de Son Hydroc. Ah, c'est pourquoi on a exigé... Et on ne m'a jamais répondu. Je dis bien, on ne m'a jamais répondu. Une lettre datée, si je ne me trompe pas, du 27 décembre 2023. Jusqu'à ce que je quitte... Aucune réponse. Aucune réponse. Parce que j'ai touché là où il ne fallait pas toucher. Parce que c'est un secteur protégé par certains Congolais pour leurs propres intérêts. Les gens y trouvent leurs intérêts dedans. Alors vous voyez, si déjà les choses ne sont pas éclaircies dès le départ, on ouvre la voie pour la mafia. Et là-dedans, je vous dis, j'achète les produits à 1000, je déclare que je l'ai acheté à 1400. Et ça passe. Et ça passe. On prend la moyenne des prix déclarés par les différents importateurs, mais très souvent, c'est des prix surestimés et c'est l'État qui prend les coûts. Alors qu'en réalité, les prix, il suffirait de vérifier, d'aller là où il faut, obtenir les bonnes informations, on changerait la donne. Et entre-temps, ça se passe quand même sur le règne de l'UDPS qui prône le peuple d'abord. Ça date depuis 50 ans. Mais l'UDPS devait arrêter cette hémorragie. Mais est-ce que les Congolais... C'est le digne. Si vous étiez là, vous êtes au cadre de l'UDPS, vous avez essayé d'arrêter cela, mais ça vous a coûté ce que ça vous a coûté. C'est-à-dire que l'UDPS combat sa vision, le peuple d'abord. Ça date depuis 50 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc c'est un système de mafieux. Bien installé en RDC. Bien installé en RDC. Depuis des années. Mais depuis 50 ans, je vous dis. Ça commence déjà par la frontière. Et quand les produits entrent, on vous dit que, voilà, on va subventionner. Les prix à la pompe devaient être de 4 000 francs les litres ou 3 800 francs les litres. Nous vendons à 2 900. Les différentiels, c'est l'État qui paye. Mais dites-moi, vous et moi,
nous avons vraiment, réellement besoin d'être subventionnés en produits pétroliers? Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je peux payer. Et donc, l'approche serait de mettre un filet social. Qui a réellement besoin d'être subventionné? C'est des petits salaires. Donc, on donnerait un ticket bonus à tous ceux-là qui ont besoin d'avoir une subvention de l'État parce que le pétrole coûte 4 000 francs à la pompe, donc les transports vont augmenter, donc on donnerait, sur les 600 millions dont je vous parle, on donnerait de l'argent à ceux qui ont réellement besoin. C'est ça que j'appelle filet social. Moi, je n'ai pas besoin. Les industriels qui font des affaires achètent les produits subventionnés. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Et je suis sûr et certain, si on change ces modèles, ce ne serait pas 600 millions. Alors pourquoi ne pas changer ce modèle? Ce ne serait pas 600 millions de dollars qu'on va subventionner, ce serait peut-être 250 millions ou 300 millions. Et l'État congolais ne sera pas le perdant. Ça coûterait 300 millions que de payer 600 millions. Et cet argent peut être orienté à autre chose. Mais alors, à ce jour, que faut-il faire? Qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour rentrer dans ce droit? On ne va pas revenir de ce que se faisait dans le passé, mais si vous regardez dans certains pays limitrophes, ce n'est pas tout le monde qui peut importer des produits pétroliers. On devait laisser le monopole, bien que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, j'en conviens, mais il y a des secteurs pour lesquels l'État doit avoir l'œil et le bon. On devait laisser à la Sonahydrauc les monopoles d'importer les produits et les mettre à disposition de ceux-là qui veulent commercialiser. Ils les prendront dans les terminaux. On a le terminal de Saint-Pin, on a le terminal de LP, on a le terminal de Kuntwala. C'est la Sonahydrauc qui devait mettre les produits dans l'air sommier et les opérateurs viendront les prendre pour commercialiser. Et la Sonahydrauc ne tromperait pas l'État parce que c'est l'État. À ce moment-là, la Sonahydrauc... Qu'est-ce qui manque à la RDC pour le faire? Qu'est-ce qui manque à l'État? Ce n'est pas l'intelligence des DG et tout ça. C'est plutôt les politiciens. Les politiciens. Donc ce sont les politiciens qui tuent ces pays. Alors, ne chargez pas les chefs de l'État. Mais comment on n'est pas chargé les chefs de l'État? Mais il n'a pas la plénitude de tout ça parce que ce sont les sectoriels. Le président n'est pas ministre. C'est pourquoi je vous dis... Et ils travaillent tous dans la vision du président de la République. Oui, d'accord. Travailler dans la vision du président de la République, mais faire autre chose. Et qui est comptable quand ça échoue? Vous dites c'est le président. C'est le président, parce que c'est sa vision. Madame Noëlla, vous trouvez ça normal? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer les choses. Ah, changer. Donc c'est la Constitution qui ne vous permet pas d'appliquer le peuple d'abord, c'est ça? Bon, il va falloir une bonne gouvernance, n'est-ce pas, des institutions. Et la bonne gouvernance des institutions, c'est quoi? Ce sont les textes, n'est-ce pas? Et dans les cas précis, il faudrait que les chefs aient la plénitude de pouvoir décider et faire des choses rapidement sans être bloqués par des députés qui pourront peut-être, dans la manière que les choses sont faites aujourd'hui, ce ne serait pas facile, contrairement à ce que les gens pensent, que le président c'est un magicien. Il a tous les pouvoirs de faire tout ce qu'il veut. On pensait qu'il allait changer des choses par un bâton magique. Non, justement. C'est pourquoi je parle de la gouvernance. Alors, et cette gouvernance est assise sur les textes. La Constitution. La Constitution. Alors, avant de toucher à cette Constitution, juste un mot, vous avez suivi l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, Olive Lembe, qui parle un peu de cette passation en pacifique. Et maintenant, comme si vous considérez que Kabila est en exil, parce qu'on entend quand même les discours, surtout du côté du parti au pouvoir, alors Kabila n'est pas en exil. Bon, je pense que ce n'est pas un discours responsable. Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas un mandat d'amener ou de recherche du sénateur Kabila. Yeah. S'il est à l'étranger pour des raisons de recherche et d'études, c'est une bonne chose. Il est libre en mouvement, n'est-ce pas? Et la passation pacifique
ou démocratique du pouvoir, cette alternance, mais il est partie prenante. Et donc, il ne peut pas bomber le torse pour dire que c'est lui. Non, il devait le faire justement pour respecter mais les dispositions devait quand même être une constitutionnelles. personne ressource pour avoir géré le pays pendant plus de 10 ans. Mais il n'y a rien de mal. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on doit dire que l'alternance est pacifique et l'œuvre unique du sénateur Kabila. Non, c'est plutôt la dynamique qui a été mise en place. Rappelez-vous, les élections devaient avoir lieu en 2016. Mais ça n'a pas été le cas. On a glissé pendant 2 ans pour les avoir en 2018. Alors, selon certaines personnes, ce discours de Olive Lembe, c'est comme si c'est un regret pour dire que des gens qui ne... On dirait que le parti au pouvoir n'est pas reconnaissant. Reconnaissant par rapport à quoi? Reconnaissant par rapport à quoi? Parce que l'alternance devait se faire. Quand même, qui a accepté non, cela, qui a accepté que vous soyez... C'est tout ce qui est depuis normal. Est-ce que vous respirez l'air que Dieu nous donne? Vous devez être reconnaissant à Kabila. C'est lui qui nous donne l'oxygène. Bon. Il a fait ce qu'il devait faire. Il devait organiser les élections en 2016. Il a glissé jusqu'en 2018. On a eu cette alternance. C'est bon, c'est une bonne chose, mais on ne doit plus retourner à ce qui s'est passé avant. Nous devrions respecter les échéances pour les années à venir. Alors, ces propos qui ont fait parler même le parti au pouvoir, qui a réagi lorsque le pasteur Roland Dalo parle quand même du président de la République, vous l'avez suivi, Bunda 21, il s'est quand même adressé au président de la République, même s'il n'a pas cité les noms, mais on sait que c'est la personne qui a 6 ans déjà au pouvoir, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'a jamais payé sa dîme. Pourquoi ces propos énervent le parti au pouvoir? Moi, je ne suis pas émotif, donc je ne suis pas énervé. Ça n'engage que le pasteur Dalo, de ce qu'il a dit. Pourquoi il devait le dire à la télévision? Qu'il paye la dîme ou pas? Est-ce que ça intéresse les Congolais? Non, ça ne nous intéresse pas. Je pense que c'est un peu un excès de zèle. Excès de zèle? Oui. Pourquoi il devait le dire? Ça change quoi pour vous et pour moi? Et pour les peuples congolais? Ça ne change rien. Et donc, la personne du chef de l'État, c'est quand même une institution. Il faut quand même un niveau de retenue dans les propos. On ne peut pas se permettre, en tout cas en tant qu'homme de l'Église, de tenir de tels propos. Sincèrement, c'est pas bon. C'est le père spirituel du président de la République. Ça ne veut rien dire. Il n'est pas Dieu. On a vu Félix Tshisekedi faire les déplacements dans plusieurs cérémonies, oui, invité par le pasteur, oui, avec des photos avec le pasteur Roland Dalo, avec sa famille. Je ne dis pas le contraire. Y a-t-il quand même une goutte d'eau qui a débordé? Mais cela ne lui donne pas le droit de tenir de tels propos. Je trouve que c'est indécent. Mais on voit aujourd'hui qu'il est devenu une cible depuis qu'il a tenu ses propos, une cible du parti au pouvoir, des cadres, des militants qui s'attaquent à lui. Bon, les gens sont libres d'analyser à leur manière, mais je trouve tout simplement que c'était des propos déplacés. Tout simplement, c'est tout ce que je peux dire. Il n'avait pas besoin de les dire au public s'il ne payait pas sa dîme. Il n'avait qu'à le dire, Monsieur le Président de la République, vous ne payez pas la dîme. On a vu aussi un prélat qui avait dit, on m'avait promis une voiture qui n'était pas venue. Hein. Bon, le président... Après, il a envoyé la voiture. Il donne des véhicules... Après, il avait quand même envoyé. Aux évêques, tout ça, chaque fois qu'ils sont ordonnés, je vois que le président fait donne des présents. Donc, lui, il n'a pas reçu des présents, donc il le fait, il en a besoin certainement. Il y a plusieurs manières de demander. Selon certains observateurs, qu'il en a besoin. Considérons que c'est une demande. Madame, Messieurs, place à ce dossier pour parler changement, révision, la Constitution de la République démocratique du Congo. La bataille pour la Constitution se poursuit entre la majorité au pouvoir et l'opposition congolaise, après la récente déclaration commise des opposants qui ont dit haut et fort non au changement de la Constitution.
Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, poursuit par contre sa sensibilisation pour le changement de la dite constitution. Lors de son allocution jeudi au siège de l'UDPS, ce haut cadre du parti au pouvoir déclare que l'héritage le plus important que le président Félix Tshisekedi aura à laisser à la population, c'est une nouvelle constitution. Mais comment te l'état des droits sans toucher à cette constitution? Biso campagne na biso à partir de lobby et ça autour il y a changement il y a constitution et ça nous souhaite que la population nous départage et le konini ya mutuya oyo fachi beton à côté que la congolais si ce n'est que pas changer constitution yo kobimisa bango na boumbo. Du côté de l'opposition, des manifestations sont déjà annoncées dans les jours qui viennent pour dire non au changement de la Constitution. Le pouvoir en place également n'exclut pas des manifestations pour soutenir cette campagne. Faisant bloc, les leaders de l'opposition congolaise sont décidés de faire obstruction au changement constitutionnel au cours d'une déclaration commune tenue ce mercredi 20 novembre 2024 au centre interdiocésain. Ces forces politiques et sociales ont condamné la position du chef de l'État Félix Tshisekedi qui milite pour le changement constitutionnel. Pour l'opposition congolaise, la loi fondamentale n'empêche en aucun cas le pouvoir en place d'améliorer les conditions de vie de la population. Nous le disons haut et fort, l'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement injustifiée, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Tshilombo. Conformément à l'article 64 de la Constitution, les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. S'élever comme un seul homme. Faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Par ailleurs, ces leaders de l'opposition lancent un appel solennel au peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à toute tentative visant à changer la Constitution. L'Azado par ma personne depuis 2016, quand le président Kabila et ses amis voulaient changer la même constitution, nous nous étions opposés pour des raisons évidentes. C'est qu'il fallait éviter que l'âme de cette constitution qui repose sur l'article 220 puisse être touchée et permettre à ce que un président qui a déjà fait 2 mandats puisse en obtenir le 3e. Les contextes n'ont pas du tout changé. Je sais que le président de la République al-Mumbashi a confirmé sa position d'aller dans le sens de reviser ou de changer des constitutions. Et nous maintenons aussi notre position d'être opposés au changement comme à la révision de la Constitution pour plusieurs raisons, dont la première est qu'il y a une opportunité en ce moment ici, conformément à la Constitution, de pouvoir la réviser parce que nous sommes dans un état de siège. En même temps, aussi, nous considérons que les raisons qui sont avancées par le président de la République, notamment en se basant sur l'article 217 de notre Constitution, nous disons que l'interprétation de cet article par le président de la République, c'est tout simplement de la manipulation dans le sens que on sort cet article de son contexte et en même temps, on lui confie des missions ou des interprétations qui ne sont pas siennes. Et donc, nous disons à ce jour que cet article ne permet pas à qui que ce soit
de vendre ou de donner quelques territoires de la République démocratique du Congo à d'autres nations sans le référendum par lequel le peuple congolais va devoir se prononcer. Nous restons opposés à cette initiative du président de la République et nous pensons que c'est de notre droit en tant que citoyens de nous opposer à cette initiative du président de la République sans bien sûr craindre les poursuites judiciaires dont il a parlé. Un citoyen dans une démocratie ne peut pas être poursuivi pour ses opinions si celles-ci sont conformes aux lois de la République. Alors Marcelin Bilomba, quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu Chadari à côté du parti de Martin Fayulu? Vous avez vu le parti de Matata Mponyo, donc l'opposition qui a fait un bloc, contre le changement ou la révision de la Constitution. Ce serait curieux s'ils n'avaient pas fait ça. Ah bon? C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ils sont dans leur position confortable de réagir de la manière qu'ils ont réagi. Mais les choses, il faut les prendre froidement. Et pourquoi? Cette constitution, je vais relever des faits historiques. Allez-y. Dans un passé récent, le Sphinx, Etienne Tshisekedi Wamulumba, je fus son directeur de cabinet, en passage, je le dis, avait déclaré, au sortir des assises de Sun City, qu'il fallait accompagner, donner les chances, toutes les chances possibles pour que les pays soient unis. Mais l'UDPS avait dit par sa bouche que cette constitution n'est pas bonne et qu'une fois l'UDPS au pouvoir, il va falloir changer cette constitution. Ça, ce sont les propos du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Et c'est comme ça que vous voulez matérialiser? Non, ça c'est des faits historiques. Ok. Je remonte plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé plus loin? Héros national, Patrice Emery Lumumba, il avait dit, un jour, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais, pour les Congolais au Congo. Je m'arrête là. Maintenant, je reviens à la Constitution. Ce qui est intéressant de faire, c'est quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? Il faut faire un commentaire composé du texte. Allez-y. Il ne faut pas faire la lecture. Et c'est quoi ces commentaires composés? Les commentaires composés, c'est lire entre les lignes, voir d'où ils ont tiré la doctrine, l'origine, l'orientation qu'ils voulaient donner au pays. Une constitution, c'est un texte pour diriger les pays. Une association a besoin d'un statut. Le statut pour diriger l'association. Les contextes dans lesquels, à l'époque, les constitutions ont écrit ces textes. Souvenez-vous, c'est le sénateur Kabila qui arrive au pouvoir, 29 ans. Il ne connaissait pas le pays, ne parlait pas français, ne parlait pas lingala. Parlait pas français, parlait pas lingala. Lingala, coaché par le président Mugabe et téléguidé par le président Paul Kagame. Donc, à l'arrivée de Joseph Kabila Kabange, il était manipulé, c'est ça? Vous voulez dire? Bon, si vous ne le savez pas, en tout cas, je le dis haut et fort, que Mugabe, Paul Kagame, Louis Michel, ils ont orienté les choses pour nous façonner ces textes. Si vous les lisez, c'est un bon français. Mais il faut faire un commentaire composé. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette constitution? Est-ce que aujourd'hui, nous basons de cette constitution
depuis, je dirais, la première mouture qui a subi la révision en 2014, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très bon dans les dates, il y a une révision. Qu'est-ce qu'on peut retenir de bon? Est-ce qu'après autant d'années, on a atteint l'objectif ou bien nous sommes dans le mimétisme? C'est quand on fait ces commentaires et on refait maintenant la lecture, on peut dénoter des choses pour lesquelles il va falloir y réfléchir. Alors, réfléchir, ce n'est pas mauvais. On ne peut pas refuser à la population congolaise, les peuples souverains, de réfléchir sur les textes qui les gouvernent. Alors, vous trouvez normal? Non, ce n'est pas possible. Ni les changements de la Constitution, ni la révision ne sont interdits. Mais là, on dit qu'elles sont... ce n'est pas interdit. Ils sont interdits. Le changement, la révision... Ce n'est pas interdit. Mais d'où est-ce que les opposants tirent ces propos en disant que c'est interdit? C'est dans l'imaginaire. L'imaginaire pour quel objectif? Mais le peuple souverain, peut-on dire un peuple souverain, ne réfléchissez pas. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes comme des moutons, marchez comme on vous le dit, on vous montre le chemin. Non. Et donc, si ce n'est pas interdit, tout ce qui n'est pas interdit en droit est autorisé. Mais Maître Katende dit que c'est inopportun, surtout en cette période, il parle de l'état de siège. Ok, inopportun ne veut pas dire que c'est interdit. C'est inopportun selon lui. Et donc, moi je peux vous dire, ayant fait un commentaire composé, lire, chercher les annotations, les contextes de l'époque qui motivaient les présidents de l'époque, Joseph Kabila, entourés de gens qui aujourd'hui ne se cachaient pas, nous font la guerre dans l'est du pays. À l'époque, ça s'est caché, n'est-ce pas? Alors, vous pensez réellement que nous pouvons accepter à continuer? Mais aujourd'hui, l'impression que les Congolais ont, c'est comme si cette bonne lecture n'est faite que du côté du pouvoir en place et ses alliés. Bon, au moins que je puisse vous dire, dans ces commentaires composés, personnellement, qu'est-ce que j'ai relevé? Alors dites-nous ce que vous avez relevé. Avant de vous dire ce que moi j'ai relevé, nous sommes un parti organisé. Le chef de l'État a lancé l'information qu'il mettra une commission nationale. Et Kabouya lance déjà l'année prochaine des consultations pour le changement de la Constitution. Non, d'abord le président, il a parlé qui va faire la commission nationale. En 2025. 2025. Le secrétaire général de Obizibou, Balola, hier, a fait une déclaration pour dire que l'UDPS Tshisekedi met en place, en fait, il a déjà mis en place, il va publier ça solennellement, une commission interne dans l'UDPS pour réfléchir, travailler, collecter, actualiser des données afin de pouvoir, je dirais, obtenir la position de l'UDPS qu'on aura à verser auprès de la commission auprès de la grande commission qui sera mise en place par le chef de l'État. À mon avis, c'est de cette façon qu'il va falloir travailler. Mais Kabouya dit autre chose. Bon, nous allons récupérer ce qu'il y a de bon dans les propos de l'honorable Augustin Kabouya. Je dis bien, nous allons récupérer. Au début, je vous ai dit quoi? Nous avons voulu, pour le deuxième quinquennat, que l'UDPS accompagne le président de la République. Parce que jusque-là, l'UDPS ne l'a pas accompagné. Ça n'a pas été le cas au premier quinquennat. Ça n'a pas été le cas. Ça, je peux vous le dire, ce n'est pas une honte de le dire. Et nous voulons le faire correctement. C'est ce qui nous motive autour du secrétaire général de Obizibou de faire ce travail. Et donc, je suis membre de cette commission interne. Et qui a déjà commencé ce travail. On n'a pas encore commencé, mais moi j'ai commencé comme les autres. La grande réunion aura lieu ce jeudi. Nous sommes dimanche dans quelques jours.
mais il faut que chacun vienne avec des inputs. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà relevé dans cette question? J'ai relevé 5 choses. Lesquelles? Premièrement, le président n'a pas la plénitude pour diriger, lui qui est élu au suffrage universel direct. La politique de la nation, elle est faite en bicéphale. Le président et le Premier ministre. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. À mon avis, il faut un exécutif qui est contrôlé par une seule personne, qui est le président de la République. Ça, c'est le premier danger. Qui doit être comptable, responsable de sa gestion devant l'Assemblée nationale. Et ce n'est que de cette façon qu'il pourra être redevable. Mais c'est lui qui est élu au suffrage universel direct. Les députés sont élus dans des contrées, dans des circonscriptions diverses, n'est-ce pas? Alors, les gens qui sont élus dans des petites contrées doivent mettre le bâton dans les roues à celui qui est élu dans une seule circonscription qui est le territoire national. Je pense que ça ne tient pas. Qui est le Premier ministre des États-Unis? Il n'y a qu'un président. Et donc, notre position de l'organisation de l'État, telle que nous le faisons aujourd'hui, nous ne sommes pas un régime présidentiel, nous ne sommes pas un régime parlementaire comme en Grande-Bretagne, nous sommes un régime parlementaire, on a copié un peu la France et ça nous cause des problèmes. Donc une constitution qui n'est pas taillée aux réalités de la RDC. Qui ne tient pas compte. Et ça, c'est le premier élément. Vous avez dit 5 et le deuxième? Le deuxième élément, notre Parlement, il faudrait qu'on ait un Parlement avec une seule chambre, qui est l'Assemblée nationale. Pas le Sénat. Budgétivore. Budgétivore. Vous parlez du social. Mais si on gèle les budgets du Sénat, n'est-ce pas, on peut améliorer le social des Congolais? Qu'est-ce que ça apporte pour vous? Dites-moi. Pour moi, pour les cuidam. Non. Soyons des fois réalistes. Les deux autres points, pour moi, là où c'est le plus important, le développement socio-économique de notre pays. Et comment ça doit Nous être sommes un pays doté de ressources naturelles. Une faune, une flore diversifiée. Qui bénéficie aux autres pays. Ça ne bénéficie pas. Mais parce que nous n'avons pas compris, je prends deux secteurs. Lesquels? Le secteur minier et le secteur des hydrocarbures. On doit sanctuariser les ressources naturelles de la RD Congo. C'est-à-dire quoi? On doit donner un caractère sacré. En faisant quoi? Je vous démontre justement. Allez-y. Ceux qui ont aujourd'hui des blocs pétroliers, prenons les hydrocarbures, allez aux Émirats arabes, allez en Russie. Est-ce que vous trouverez des opérateurs économiques qui viennent chercher des blocs pour exploiter? Comme c'est le cas en RDC. Comme c'est le cas en RDC. Dans un passé récent, on a vu des appels d'offres du bloc pétrolier. Oh mon Dieu. De quoi s'arracher les cheveux? Non. Il faut lever les fonds. L'État peut travailler en partenariat. Mais c'est l'État qui va aller lever des fonds, travailler en partenariat peut-être technique, parce qu'on n'a peut-être pas la maîtrise de la technologie. Comment aller au fin fond, en toute sécurité, extraire les huiles, donc le pétrole, le brut. Et pour le faire, il faut changer la Constitution. Et c'est quel article? Non, je dis ceci. Allez-y. Sanctuariser les ressources, c'est-à-dire donner un caractère sacré et le cristalliser dans la Constitution. De sorte que, quand c'est sacré, on ne le dilapide pas. Quand c'est sacré, on oriente toute la réflexion comment faire pour le valoriser en portant une valeur ajoutée, et il y aura des lois organiques qui viendront. Hein, code minier, code des hydrocarbures, mais qui vont se falquer à partir de la Constitution. À ce moment-là, on créera de la valeur ajoutée, on lèvera des fonds nous-mêmes, parce que lever des fonds, c'est très facile. Mais
avoir les ressources, c'est une donne que tout le monde n'a pas. Eh bien, nous avons cela, mais nous dilapidons. Donc la RDC est un pays vraiment béni. C'est un pays béni. Mais malheureusement, nous sommes en train de dilapider, d'ouvrir nos blocs, d'ouvrir nos champs miniers aux prédateurs qui viennent avec des fonds et qui vous font croire que dans les joint ventures, dans les cas de Gécamine, qu'ils ont emprunté au taux de 15% alors qu'ils ont emprunté au taux de 1,5%. Donc on est dupé. Donc c'est pas 50-50. On est dupé. Alors le dernier point, avant de prendre ce dernier dossier. Le dernier point, c'est le développement, la viabilité des provinces. Nos provinces sont délaissées. Et on a multiplié les provinces. On a des provinces qui ne sont pas viables. Des provinces qui ne vivent que des taxes sur l'huile de palme, sur l'huile, sur... des provinces qui n'étaient pas préparées, et donc, il faut repenser cela, donner une indépendance aux provinces pour le développement socio-économique, mais garder le caractère régalien de l'État sur tout ce qui concerne la sécurité, armée. Vous pensez qu'il faudra revenir à 11 provinces comme jadis ou garder 26 mais organisées ou un peu plus, parce qu'il y a quand même des provinces viables. Lualaba est une province viable, Haut-Katanga est une province viable, mais ce n'est pas le cas de Olomami, c'est un exemple, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, donner la rétrocession ou la retenue à la source de 60% des recettes développées par des provinces pour parler du développement des provinces. Et ce n'est pas le cas. Tout cela, ça nécessite justement... la révision, le changement. Mais c'est le changement drastique. C'est plutôt le changement. Le changement de la Constitution. Madame, messieurs, on prend ce dernier dossier, on se retrouve juste après pour continuer avec ces débats sur le changement de la Constitution. Ce n'est un secret pour personne. La communauté internationale ne travaille plus sans tambour ni trompette pour appuyer financièrement et matériellement Kigali pour sa sécurité. Comme de coutume, l'Union européenne a décidé d'allouer une nouvelle fois un financement de 20 millions d'euros pour soutenir les troupes rwandaises déployées au Mozambique pour lutter contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado. Mais l'octroi de cette somme suscite des réticences au sein de cette organisation intercontinentale en raison de l'implication de Kigali aux côtés des rebelles du M23 en RDC. Un député européen a dénoncé l'hypocrisie et la complicité de l'UE pour déstabiliser la partie orientale de la RDC. L'armée rwandaise met l'est de la RDC à feu et à sang. Vous savez pourquoi? Pour piller ses ressources en minerais. Pourtant, l'Union européenne a signé un accord pour financer l'armée rwandaise pour une opération au Mozambique. C'est une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros qui va être versée à l'armée rwandaise. Alors même qu'un rapport de l'ONU en juin dernier documentait les crimes de guerre commis par le Rwanda en RDC. De son côté, la députée fédérale belge Lydia Moutouébélé parle de la partialité de l'Union européenne qui montre de plus en plus sa position. L'Union européenne prévoit de renouveler son soutien à l'armée rwandaise dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Bien que cet instrument soit destiné à financer les équipements militaires, il est difficile d'ignorer les inquiétudes qui sont liées à l'implication continue du Rwanda dans son soutien au groupe rebelle M23. Il y a un réel risque que les fonds affectés par l'Union européenne au Rwanda soient utilisés dans le cadre de ce conflit pour alimenter le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avions organisé quelques opérations de roadblock, fouiller les véhicules dans les différents carrefours de la ville de Goma. Le résultat est positif. Cette arme qui devrait être au front, cela nous interpelle en tant que responsables de différentes unités, la gestion de matériel de guerre. Comment c'est sorti dans un magasin d'armement
pour se retrouver entre les mains des bandits à main armée. Et je n'hésiterai pas de dire que ces armes pouvaient prendre la direction de la zone ennemie avec des caisses de munitions que vous venez de voir ici. Nous félicitons nos services. D'ailleurs, vous voyez aussi chaque semaine plus tôt que nous démantelons les réseaux. La plupart sont des militaires que nous venons encore de mettre à la disposition de l'auditorat de garnison. Les criminels ont trouvé aussi notre modus operandi. Utiliser le fanion de nobles magistrats pour laisser passer. C'est-à-dire, il y a une mauvaise intention. Ils se font passer pour les magistrats et lorsqu'on voit ces fagnons, même un agent de l'ordre se dit bon, merci, on a devant un responsable de l'organe de la loi. Pendant qu'ils ont une autre loi que vous connaissez, de voler, de cambrioler, de faire le braquage. Et nous avons mis la main sur cette bande. Monsieur le procureur de la République, essayez avec toute votre compétence de réglementer la fabrication de ces fagnons. Autrement dit, nous serons surpris encore des événements malheureux. Alors aujourd'hui, Marcelin Bilomba, l'opposition crie non au troisième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. À entendre l'opposition, la démarche de Félix-Antoine Tshisekedi est de s'éterniser au pouvoir. Pourquoi on parle du troisième mandat? Nous ne sommes qu'à la première année du deuxième quinquennat. Félix Tshisekedi au pouvoir encore pour 4 ans. Les élections, c'est prévu pour 2028. Je pense que c'est... Il veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir? Non. On veut recadrer les choses pour l'avenir. On doit préparer l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de ce que serait le Congo dans 15 ans, dans 50 ans. Et donc, un jour ou l'autre, cette constitution sera, si pas révisée, mais changée. Si ça ne se fait pas avec le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, ça se fera avec un autre président. Ça pourrait aussi être l'initiative du Parlement. Si ce n'est pas ce Parlement, ça pourrait être un autre Parlement. Je pense qu'on prête de mauvaises intentions au chef de l'État. Moi, je viens de vous dire en quelques 3, 4, 5 points, là où je trouve qu'il y a des points qui ne vont pas. J'insiste sur le développement économique du pays. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas exploiter nos blocs gaziers, nos blocs pétroliers, ni investir à fond dans le secteur minier parce que Gécamine n'a plus de moyens, il ne fait que tendre la main vers les partenaires qui viennent. Mais nous pouvons nous-mêmes lever des fonds. Madame Noëlla, je répète, c'est facile avec ce que nous avons dans le secteur minier, des hydrocarbures, donc les gaz et le pétrole. La RD Congo, à partir de ces ressources, nous pouvons lever 30, 40 milliards, 50 milliards, les injecter dans ce secteur, ce serait un boom dans ce pays. Mais pourquoi on doit les laisser au privé qui viennent le faire à compte-gouttes, alors que l'État peut le faire? Il y a des modèles de comment le faire, mais pour le faire, il faut que le président ait la plénitude du pouvoir pour engager sa responsabilité. Si je vais trouver l'abcès, il peut même signer ce qu'on appelle une garantie souveraine. Le président là. Qui ne serait pas une dette, mais qui serait un emprunt non remboursable qui permettrait que l'État ait les moyens,
à partir des plateformes financières qui font du trading, qui nous rapporteraient les moyens. Les fonds sont en déshérence sur les marchés de Zurich, sur les marchés de Londres, sur les marchés de New York. Quand on nous parle de projets avec des Chinois de 4 milliards, je vous dis, Madame Noëlla, je rigole. Ah, vous rigolez. On peut apporter 30, 40 milliards, développer nous-mêmes, et que ces pays deviennent les Émirats Arabes Unis. Je vous ai dit que j'ai travaillé pour Yukos, dans le pétrole. À l'époque, nous sommes en 1999. À Genève. Vous pouvez le vérifier, Google. J'ai travaillé pour Yukos à Genève. J'avais un portefeuille de 9 milliards. Je dis bien, j'ai géré un portefeuille de 9 milliards du pétrole on extrait le pétrole à Saint-Pétersbourg et on les raffinait à Odessa. Et on les vendait à des multinationales comme des BP Oil, comme Exxon et tout ça. J'ai géré ça. Mais c'est privé. Alors que l'État, nous avons les mêmes blocs ici. Si les privés pouvaient le faire, à plus forte raison, l'État, il suffirait simplement d'élaborer des banques de données, mettre en vitrine notre potentialité avec des éléments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un raisonnement qu'il faut suivre. On n'enjambe pas. Et avec ça, si vous le faites, vous certifiez vos valeurs, vous les montrez maintenant. Il y a des firmes spécialisées pour faire ce genre d'opération. Et pour y arriver? Et pour y arriver, il faut avoir la signature d'engager le pays. Parce que si on doit vous amener 30, 40 milliards, il va falloir quand même signer à travers notre banque centrale, émettre des instruments financiers tels que la garantie souveraine, lever des fonds, maintenant développer pour que l'État ait l'œil dans tout ce qui se fait avec des modes de gestion qui permettent d'endiguer la fraude, la corruption, les antivaleurs et autres. Et vous verrez, ce serait un boom dans ces pays. Donc, Marcela, et ça changerait les choses. Bilomba, vous êtes en train de nous dire que si on change cette constitution, la RDC n'aura même plus le temps d'aller emprunter, d'aller tendre la main. Mais regardez, Madame Noëlla, le nombre d'investisseurs qui viennent ici dans le secteur minier, notre économie est tirée par le secteur minier, à raison de 70% de ce que produit le secteur minier, c'est ça qui fait l'économie congolaise, c'est ça qui tient le budget même de l'État. N'est-ce pas? Mais ce sont des étrangers, ce sont des opérateurs économiques qui viennent. Mais si on le faisait nous-mêmes, on capterait beaucoup de choses parce que celui qui vient investir, il ne vient pas pour de beaux yeux, pour donner des moyens aux Congolais. Nous sommes capables de le faire. On ne va pas les jeter. Mais arrêtons ces modèles. Nous devions migrer à un autre modèle économique, tel que je l'ai dit, pour booster le développement du pays. Et dans le secteur des hydrocarbures, ne répétons pas les mêmes bêtises avec Gécamine. Alors, il y a un internaute qui disait l'autre fois, mais est-ce que c'est la Constitution là qui vous empêche de donner de l'eau, qui vous empêche de donner du courant, qui vous empêche? Non, c'est-à-dire que ça n'empêche pas, mais un budget aussi maudique de 16 milliards, vous allez où avec? Pour un pays avec autant Madame de Noëlla, richesses. 16 milliards. Les gens pensent peut-être que... Non, c'est 16 milliards. Les potentialités que nous avons, ce ne sont pas des richesses, je dirais, palpables, dans le sens qu'on ne les a pas converties. Ce ne sont que des potentialités. Mais pour aller maintenant travailler, aller matérialiser, c'est une autre étape. C'est-à-dire que si nous suivons le schéma que vous avez décrit ici, on peut aller au-delà même de 20 milliards, 30 milliards. Non, je vous dis que le premier budget, avec un président qui a la plénitude d'engager les pays, nous pouvons en tout cas au premier budget parler de 40-45 milliards pour une année. Pour une année? Pour une année. C'est faisable? Oui, c'est faisable. Et parce pour y arriver? Arrêtons ces budgets que nous avons toujours fait depuis tout le temps, budget caisse d'allocation des ressources. Réfléchissons, budget programme.
qu'est-ce qu'il faut pour développer le pays, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, etc., etc. On aura besoin de 80 milliards. Mais nous ne pourrions peut-être pas lever des fonds à 80 milliards. On peut les ramener à un niveau raisonnable, mais en tout cas, ce n'est pas 16 milliards. C'est trop peu. C'est manque d'ambition. Alors, Marcelin Bilomba, certains observateurs s'inquiètent quand même. Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il s'est adressé à la population dans le Haut-Katanga, lorsqu'il menace, il a même promis de poursuites judiciaires. Est-ce que c'est parti pour faire les forcings? Non, je ne pense pas qu'il ait menacé. Il a parlé des poursuites judiciaires. Non, dans ses prérogatives, le chef de l'État peut initier la relecture de la Constitution. Qui dit relecture, ça peut être la révision, comme ça peut être le changement. Mais il a dit encore que cette relecture sera faite par une commission qui va nous ramener les conclusions. Mais là, nous lui prêtons des intentions. Alors, il serait un président... Alors pourquoi l'opposition s'agite? Non, il serait un président faible s'il ne le fait pas. Faible? Oui, s'il ne le fait pas. Comment ça? J'ai dit, s'il ne le fait pas, il serait faible. C'est-à-dire qu'il laisserait le pays mourir avec des budgets modiques de 16 milliards, alors qu'il peut terminer son deuxième mandat, montrer que la capacité de pouvoir produire va augmenter et que la pression fiscale que l'État exercerait sur les produits intérieurs bruts du pays peut monter et puis générer des budgets de 20, 30, 40 milliards de dollars. Il s'est engagé, il peut bien le faire, comme vous l'aviez dit, même sans opposition. Il peut le faire avec ou sans l'opposition. C'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Alors Marcelin Bilomba, c'est complètement fini. Placez quand même un mot par rapport à la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. On a toujours des territoires qui sont entre les mains des rebelles. Justement, c'est vraiment triste pour nos frères de l'Est. Encore une fois, le président n'a pas la plénitude du pouvoir. S'il en avait, il allait déclarer la guerre sans passer par le Parlement, au Congrès. Parce que pour déclarer la guerre, il faut qu'il réunisse les congrès, la Chambre basse et le Sénat ensemble pour que les congrès lui donnent le quitus. Lui qui est élu au suffrage universel direct. Il doit aller demander les quitus. Il doit aller demander le quitus à ceux qui sont élus dans des quartiers. Je suis désolé. Non. Le pays est en danger, mais le président a les mains liées parce que la Constitution, il est respectueux justement de cette Constitution. Et c'est pour cette raison, parce qu'il a promis de rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, qu'il veut à tout prix toucher à la Constitution pour avoir ses quitus. Si c'est le chemin, en tout cas je l'encourage, parce que ce qui nous importe, c'est la paix à travers le territoire national pour qu'il fasse bon vivre au Congo. En tout cas, c'est regrettable pour nos frères et sœurs de l'Est. Nous compatissons à tous les malheurs, les seigneurs de guerre, de tout ce qu'ils font dans l'Est. Mais ça finira un jour. Quand le président aura la plénitude du pouvoir, il pourra déclarer la guerre. Et ces pays voisins, je pense qu'ils comprendront qu'ils ne pourront pas continuer à jouer avec les Congos. Ils vont apprendre à respecter la RDC. On l'espère bien. Voilà. Marcelin Bilomba, c'est complètement fini pour ce numéro d'Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir. Alors vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population congolaise qui vous a suivi ce dimanche. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup Madame Noëlla de l'invitation. J'ai eu du plaisir à partager en tout cas avec vous. Et je vous félicite pour, je dirais, la conduite de l'échange par des questions pertinentes. À la population, je dirais que ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler. Nous avons besoin de changer les choses pour le bonheur de la population. Et si ça doit passer par la relecture de la Constitution, que ce soit la révision ou les changements, l'avenir nous le dira, mais c'est un droit. Le peuple étant souverain, personne ne peut empêcher le peuple de réfléchir. On ira par voie référendaire s'il faut parler du changement, mais l'avenir nous le dira. Je vous remercie en tout cas encore une fois de plus pour l'invitation.
Merci bien, Marcelin Bilomba, d'avoir répondu à nos questions, avec toujours le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Info 7. Madame, Messieurs, je pense que vous avez bien aimé cette émission et n'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter par les voies habituelles. Alors, je rappelle que notre invité de ce jour est secrétaire national adjoint de l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Tshisekedi, le parti au pouvoir. Alors, c'est bien l'heure, je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission, Info 7, notre émission. Merci de continuer à faire confiance à la chaîne Haute Définition et merci de continuer à suivre Info 7 et surtout, grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Et je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.